Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que la période des différentes fêtes du mois d'avril s'est très bien passée pour tout le monde. Nous sommes de retour après notre dernière rencontre pendant laquelle nous avons échangé autour du dessin de presse et nous avons posé la question, est-ce que nous pouvons tout dessiner? Nos rencontres, vous l'avez remarqué, sont maintenant orientées avec des objectifs. Nous sollicitons un spécialiste de qualité en lien avec l'actualité et nous vous alertons de la date prévue, soit via nos réseaux sociaux, soit par nos emails, accompagnés toujours des affiches et de la petite vidéo sympa qui annonce la nouvelle. À la suite de certains événements récents, nous nous sommes rendus compte que le mot laïcité nécessite plus de projection et de mise en relief. Son histoire, sa signification, les droits et les devoirs qu'elle exige. Brève histoire de la laïcité, c'est notre thème ce soir. Pour étoffer ce sujet, nous avons eu recours à l'ami fidèle de notre collectif, Monsieur François Brossard. Bonsoir, Monsieur Brossard. Bonsoir. Pour ceux qui ont manqué la séance du 27 octobre dernier sur la transculturalité des symboles religieux que M. Brossard avait animée, je vous invite à regarder le replay sur notre chaîne YouTube. Cette séance était originale et pleine d'informations très intéressantes. Alors, François Brossard est directeur de l'agence Transculturale. Cette agence est intéressée par l'éthique de l'action, la promotion du dialogue interculturel et le développement des compétences de communication interculturelle. Elle se soucie de cultiver simultanément les champs éducatifs, médico-social et humanitaire. Il intervient ce soir en tant que formateur valeurs de la République et laïcité dans le cadre d'un plan national mis en place depuis l'année 2015 par l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Il fait partie d'un groupe de 400 formateurs accrédités chargés de former les agents publics et acteurs de terrain qui formeront ensuite à leur tour d'autres agents et acteurs. François Brossard est linguiste de formation, anglais, allemand, arabe. Il a passé une bonne partie de sa carrière à l'étranger, au sein du réseau culturel du ministère des Affaires étrangères, dans des pays de différentes langues et de différentes cultures. Il était aussi directeur du CAREL à Royan, en France, de 2009 à 2013. Il a piloté l'enseignement des langues anglaises, allemandes et espagnoles et du français langue étrangère pour étudiants et adultes étrangers. Riche de ce parcours marqué par les relations et les échanges interculturels, il tente aujourd'hui de faire bénéficier apprenants et professionnels de son expérience de l'altérité au profit d'une mondialisation responsable et heureuse. François Brossard, après cette brève présentation de votre parcours, nous sommes tout oui pour écouter la brève histoire de laïcité d'après vous. Je vous en prie. Merci beaucoup, Amal. Bonsoir à toutes et à tous. Amal, merci beaucoup pour cette présentation exhaustive. Alors, je vais essayer ce soir très rapidement de balayer l'histoire de la laïcité. Pourquoi? Simplement parce que, généralement, pour savoir qui nous sommes, pour savoir où l'on va, eh bien, mieux vaut savoir d'où l'on vient, hein. Et c'est vrai que donner un éclairage historique à cette notion de laïcité, souvent mal comprise, permet de comprendre pourquoi ce mot sent la poudre, comme disait Jean Rivero, un juriste après la Deuxième Guerre mondiale. Il parlait de la laïcité comme d'un mot qui sentait la poudre. Alors, je vais essayer de vous montrer ce soir rapidement pourquoi ce mot suscite tant de fantasmes, de polémiques, et pour ce faire un petit retour à l'histoire. Donc, je vais partager mon écran parce que je vais vous présenter quelques images. J'espère que vous voyez l'écran en question. Oui. Alors, si on doit donner un point de départ à la laïcité, c'est assez compliqué, mais on peut choisir peut-être de lui donner ce point de départ-là. Vous voyez cette image que vous
connaissez peut-être. Il s'agit du baptême de Clovis, Clovis, roi des Francs, hein, c'est vraiment une figure importante dans le récit national français. Clovis qui va être baptisé chrétien, donc en 498 par un évêque, l'évêque Rémy, à Reims. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on a une alliance qui se fait, qui se tisse entre le pouvoir politique d'un côté et le pouvoir religieux de l'autre. Puisque finalement, la laïcité, eh bien, c'est l'histoire de cette relation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et on va voir que cette histoire est une histoire souvent compliquée, une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de sang également et beaucoup de larmes. Et elle commence peut-être ici avec cette alliance entre ces deux pouvoirs. Alors si euh, Clovis choisit de se faire baptiser, c'est tout simplement pour se faire accepter de ses sujets, puisqu'il est en fait dans le nord de la France, du côté de la Belgique, il a un petit royaume, il est païen, il n'a pas de religion, il n'est pas chrétien, et donc il se fait baptiser pour se faire accepter de ses sujets. Voilà donc cette première alliance qui va être poursuivie, maintenue, hein. Regardez ici, vous avez quelques images. On va prendre celle en haut à gauche. On a de nouveau une cérémonie. Alors cette fois-ci, ce n'est pas Clovis, mais c'est Charlemagne. Charlemagne en l'an 800 à Rome, qui va être sacré empereur. Donc on a là encore avec Charlemagne un politique et en face on a un pape, Léon III, en l'an 800, qui le sacre empereur. Et par ce sacre, Charlemagne devient en fait un empereur de droit divin. Vous voyez, donc il y a vraiment une fusion au sein du même homme entre le politique et le religieux. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que l'empire carolingien va s'effondrer et au cours donc du 9e siècle, 10e siècle, et ça commence à être un petit peu le bazar. Il n'y a plus d'unité politique dans le pays. Les seigneurs localement commencent à prendre le contrôle et l'Église, notamment l'Église de Rome, s'inquiète de cette situation. Donc on va lancer une réforme qu'on appelle la réforme grégorienne au XIe siècle pour reprendre le contrôle. Mais en attendant, il y a une autre dynastie politique qui se met en place à la fin du Xe siècle, à partir de 987, eh bien, c'est la dynastie capétienne, donc des rois, hein, à partir de 987. Et ces rois vont tenter de récupérer en fait une influence politique parce qu'ils voient en face d'eux l'Église de Rome qui est très forte, qui a fait cette réforme grégorienne sur le territoire de ce qui sera plus tard la France. Et donc, nos rois capétiens essaient de récupérer l'avantage. Et ça va se traduire par certaines décisions qui vont être prises au fil des siècles par nos rois successifs. Par exemple, je n'en citerai qu'une. Regardez l'image en haut à droite. Vous reconnaissez le palais des papes en Avignon. Et là, on a un roi, Philippe le Bel, au début du XIVe siècle, qui va décider d'installer un pape français en Avignon, un pape qui va être concurrent du pape de Rome. Et cette tradition française qu'on inaugure ici, elle s'appelle le gallicanisme, c'est-à-dire que les souverains français ou les décideurs français vont avoir tendance, au cours des siècles suivants, à toujours essayer de contrôler l'influence de l'Église en France, de contrôler le fait religieux en France. Alors, en attendant, parce qu'à l'époque, évidemment, on est dans un royaume, sur un territoire où il n'y a qu'une seule religion reconnue, c'est évidemment le catholicisme. Mais à partir du XIe siècle, en Europe et en France, commencent à se développer des mouvements dissidents. On en a en particulier le souvenir en France, avec le mouvement des Cathares dans le sud de la France, et puis également des Vaudois à Lyon, avec un certain Pierre Valdo. Donc là, ce sont des dissidents qui sont évidemment considérés par l'Église catholique romaine comme des hérétiques, hein, et qui vont être pourchassés, persécutés, hein, et qui vont finalement être anéantis. Vous voyez, donc on n'est pas du tout, à cette époque, évidemment, dans un climat de tolérance religieuse. Mais ces premiers mouvements dissidents, les Cathares, les Vaudois, eh bien finalement, ils ne sont que précurseurs
d'un mouvement beaucoup plus fort, d'un mouvement de réforme beaucoup plus fort qui va éclore au XVIe siècle. Il s'agit bien sûr de la réforme protestante, hein, la réforme protestante qui va s'emparer d'une certaine manière de la France, mais également de l'Europe, et donc donner lieu à des guerres dites de religion. Mais en fait, il faut y voir surtout un mélange de guerres civiles et de conflits internationaux, parce que certains États choisissent de rester fidèles au catholicisme, d'autres au protestantisme, donc il y a des guerres européennes. Et puis, au sein de chaque pays, hein, si un souverain a choisi le catholique, reste catholique ou devient protestant, eh bien évidemment, il va persécuter ces sujets, ceux de ces sujets qui ne suivent pas la même religion. Donc on est ici, dans ce XVIe siècle, avec une revendication très forte, et ça c'est très important, c'est que les protestants revendiquent tout simplement la liberté de conscience, la liberté de penser, hein, de croire en ce qu'ils veulent croire. Et ça, c'est vraiment sans doute cette liberté de conscience, l'émergence dans la douleur et dans le sang, hein, on la doit aux protestants. En bas à droite, vous avez une image célèbre. Il s'agit du massacre de la Saint-Barthélemy, hein, en 1572, avec des dizaines de milliers de protestants à Paris et dans le reste du royaume qui vont être sauvagement assassinés. Alors, heureusement, on va avoir un roi à la fin du XVIe siècle, Henri IV, qui va faire la paix avec l'édit de Nantes, mais cette paix ne va pas durer très longtemps, hein. Et au XVIIe siècle, son fils, Louis XIII, va s'acharner en fait à lutter contre les protestants qui, grâce à Henri IV, avaient acquis des places de sûreté, c'est-à-dire des villes sur le territoire français dans lesquelles ils pouvaient pratiquer librement leur culte. Mais Louis XIII n'est pas d'accord avec ça, et il a peur également que les Anglais, qui sont eux-mêmes protestants, utilisent les protestants français contre le pouvoir catholique royal, et il va lancer des campagnes. Par exemple, en bas à gauche, vous voyez ici la ville de Royan, où j'habite, hein, qui est assiégée par les troupes du roi Louis XIII, qui va reprendre et détruire la ville de Royan. Donc vous voyez, destruction, massacre, hein, et finalement, eh bien, ce XVIIe siècle va s'achever avec une décision majeure pour la liberté de conscience. C'est la révocation de l'édit de Nantes par le roi Soleil, par Louis XIV, en 1685. Et là, le protestantisme redevient interdit dans tout le royaume. Et là, les protestants, eh bien, ils doivent se cacher ou partir, s'exiler. De très nombreux protestants partiront dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis, voire même jusqu'en Afrique du Sud. Donc ce XVIIIe siècle, c'est pour les protestants une période très triste, une période qu'ils qualifient de période du désert. Mais heureusement, ce XVIIIe siècle, c'est aussi le siècle des Lumières, avec des progrès, évidemment, des progrès de la raison, hein, et surtout les progrès de la tolérance, avec des philosophes qui s'en emparent, et je pense bien sûr en premier lieu à Voltaire. Donc on a le siècle des Lumières, et bien sûr, à la faveur de ces Lumières, une révolution qui s'annonce en 1789, où on va mettre à bas l'Ancien Régime et proclamer une déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Et cette déclaration, on peut la considérer comme la première étape de la laïcisation de la France, puisqu'elle proclame dans son article 10 « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu qu'ils ne troublent pas, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Vous voyez, et ça, c'est une phrase, c'est un article très important qui a encore cours aujourd'hui. On peut croire ce qu'on veut, pourvu qu'on ne, passez-moi l'expression, qu'on ne mette pas le bazar. Donc on a cette déclaration qui est très importante, et puis on a bien sûr des avancées politiques majeures, avec la liberté de culte qui est proclamée en 1791, et donc les protestants et les juifs deviennent des citoyens comme les autres. On a d'autres progrès, évidemment, abolition de l'esclavage, le divorce civil qui est créé, on abolit les délits religieux comme le blasphème, la sorcellerie, etc. Bref, je passe rapidement. Malheureusement, cette révolution, elle va connaître des périodes très sombres, notamment la période de la terreur entre 1792 et 94, où des milliers de personnes vont être
exécutés, hein, et le premier d'entre eux, je dirais, le roi Louis XVI, pardon, hein, qui va être exécuté en 1793. Et si je montre cette image, ce n'est pas pour faire du sensationnalisme, mais c'est pour bien montrer que les révolutionnaires, ici, en s'attaquant au roi, ils s'attaquaient à une personne qui combinait en lui-même le pouvoir à la fois politique et religieux. Donc, si vous voulez, il y a une forme de séparation au sens presque physique, hein, on coupe la tête, on essaie symboliquement de séparer ce religieux de ce politique. D'une certaine manière, on tue le roi pour s'en prendre aussi à la religion, hein, qui était maîtresse jusqu'à l'époque, et donc, partant, hein, pour faire tomber cet ancien régime, ce système profondément inégalitaire. Alors, cette révolution va heureusement se calmer, hein, à la fin du XVIIIe siècle, et on a un homme qui va décider en fait de rétablir un petit peu l'ordre et surtout des bonnes relations, des meilleures relations avec Rome, avec le pape, qui évidemment est horrifié de voir ce qui s'est passé au moment de la Révolution, avec quelques 3000 prêtres qui ont été assassinés, avec toutes les églises qui ont été confisquées par l'État. Et donc cet homme que vous voyez à l'écran, hein, qui s'appelle encore Bonaparte, le futur Napoléon, eh bien, il va signer un traité diplomatique avec le Saint-Siège, avec Rome. Et dans ce traité diplomatique, eh bien, il y a cette phrase: le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des Français. Et ça, c'est une phrase très importante parce que pour la première fois, officiellement, on reconnaît qu'il y a d'autres religions en France que le catholicisme. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de concession, hein, on reconnaît au pape en fait que la plupart des Français sont catholiques, c'est une concession, mais on dit il y a aussi d'autres religions. Et puis, ce concordat, il instaure un régime aussi où les ministres du culte, qu'ils soient du culte judaïque, protestant ou catholique, deviennent des fonctionnaires d'État. Ils sont en fait soumis à des établissements publics, ils sont fonctionnaires et ils doivent obéir à l'État, hein, ce qui nous paraît évidemment aujourd'hui assez exotique. Donc ce système du concordat, il va perdurer pendant tout le 19e siècle, mais quand même, on est dans un climat, évidemment, où il y a des oppositions très fortes entre, d'un côté, eh bien, une France nostalgique de l'Ancien Régime, royaliste, catholique, et de l'autre côté, des républicains qui essaient, en fait, de traduire dans les faits, hein, les promesses de la Révolution. Alors, ce XVIIIe siècle, il va y avoir différents régimes, des régimes monarchiques, des régimes républicains, et chacun va essayer, hein, de tirer un petit peu la couverture à soi, jusqu'à ce que finalement, les républicains arrivent à conquérir le pouvoir de manière un peu plus pérenne. Et ça, c'est en 1879, hein, les républicains s'installent au pouvoir avec Jules Grévy. Et juste après, on va décider, de manière à pouvoir véritablement faire de ces libertés proclamées par la Révolution des vraies pratiques concrètes, hein, on va proclamer, on va décider de laïciser l'école. Hein. On va commencer le processus de laïcisation par l'école. Des lois de laïcisation entre 1880 et 1886. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces lois? Eh bien, elles vont d'abord exclure l'enseignement religieux de l'école. Hein. Avant, il y avait beaucoup d'enseignements religieux à l'école. Elles vont faire en sorte que les clercs, les ministres du culte ne puissent plus enseigner dans les écoles publiques. Et enfin, on va également laïciser les locaux, hein, en enlevant, vous voyez ici la police, hein, qui enlève les croix des salles de classe aux grandes dames, bien sûr, de la population, qui à l'époque, bien sûr, est profondément croyante. Hein. Et donc, les républicains, d'une certaine manière, ils sont très résolus, mais en même temps, Jules Ferry, hein, le fameux ministre de l'Instruction publique, qui sera aussi président du Conseil, il dit bien à ses instituteurs, on laïcise l'école, mais attention, il faut quand même respecter les croyances des enfants et de leurs parents. Donc, vous voyez, les républicains sont quand même assez lucides, hein, ce n'est pas un régime fanatique, ils disent qu'il faut respecter les croyances. Alors, du coup, les relations s'améliorent avec Rome, avec le pape, hein, qui
demande aux chrétiens français, aux catholiques de se rallier à la République. Mais malheureusement, il va y avoir une affaire à la fin du 19e siècle qui va exploser, qui va mener la France au bord de la guerre civile. C'est l'affaire Dreyfus, entre 1894 et 1902. Vous connaissez cette affaire Dreyfus, je ne reviens pas dessus. En tous les cas, qui va mettre le feu aux poudres, où on va vraiment avoir des oppositions très très fortes, de nouveau, entre des royalistes catholiques et de l'autre côté, des républicains. Ce qui va amener finalement les républicains à fermer les écoles religieuses. Donc on va avoir des milliers et des milliers de religieux qui vont s'exiler. Et puis, lorsque Rome décide de rompre ses relations diplomatiques avec Paris, là, on décide de mettre fin au concordat et de, je passe cette image, et de séparer officiellement l'Église de l'État. Et ça se passe le 9 décembre 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État. On voit ici un ministre de l'Instruction publique, peu importe son nom, qui est en train de couper le lien avec une petite scie entre la République d'un côté, Marianne, et le curé, le prêtre de l'autre. Alors, cette loi de séparation de l'Église et de l'État, elle est bien sûr aujourd'hui, pour notre laïcité à la française, fondamentale. On la doit, cette loi, d'abord à Aristide Briand, un grand homme politique français qui, à l'époque, est député au Parlement et qui est chargé de faire passer cette loi. Alors, les débats sont très vifs, très houleux. Au Parlement, on a évidemment un camp catholique qui voit cette loi d'un très mauvais œil. Et puis aussi, on a deux camps du côté républicain. On a des républicains très durs qui veulent non seulement couper le lien avec l'Église, mais également invisibiliser le catholicisme, enfin les religions dans l'espace public. Ils veulent vraiment faire reculer au maximum le religieux. Je pense par exemple à Émile Combes, qui a été président du Conseil à cette époque. Là, vous voyez, il y a eu des débats à ce moment-là. Ces gens-là ont demandé, par exemple, que le port de la soutane par les prêtres soit interdit dans la rue. Il y a eu des débats pour interdire les cloches aux cloches de sonner. Mais finalement, l'autre camp parmi les républicains, c'est le camp des modérés, des libéraux, qu'incarne d'ailleurs Aristide Briand. Et c'est ce camp-là, cette vision libérale, qui a finalement vaincu d'une certaine manière, qui a remporté ce combat parlementaire avec une loi qui proclame dans son premier article, et ça c'est fondamental, que la République exerce la liberté, assure la liberté de conscience et qu'elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Donc, voyez ce qui est réaffirmé de nouveau, comme dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la liberté de conscience, mais attention, sans trouble à l'ordre public. Ce qui veut dire aussi, concrètement, c'est que libre exercice des cultes, puisque la République le garantit, la République fait en sorte qu'aucun culte, aucune messe, aucun office religieux ne puisse être troublé. Et sinon, elle envoie bien sûr les forces de l'ordre. Donc, un principe de liberté, c'est l'article 1. Et l'article 2, c'est l'article à proprement parler de la séparation. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Donc, c'est la fin de ce système où les ministres du culte étaient rémunérés par l'État. Alors, à partir de ce moment-là, écoutez, cette loi, presque, je dirais par miracle, elle apaise complètement les esprits. Alors, il faut dire qu'on est ici dans une période, évidemment, au début du siècle XXe, on voit la Première Guerre mondiale arriver. Donc, on a d'autres soucis en tête. La guerre va éclater, ça va être l'union sacrée. Le sujet de la laïcité passe complètement sous le tapis. Passe l'entre-deux-guerres, on a une deuxième guerre mondiale. Donc, évidemment, ce n'est pas le moment de discuter laïcité. Donc, ce n'est pas du tout un sujet. Et la laïcité, elle va réapparaître en 1946 dans la Constitution de la 4e République, où on va édicter un principe. Ce principe, je vous le lis, c'est que la République française, la France, est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est la première fois, vraiment la première fois en 1945, que le mot laïque, même pas laïcité, mais laïque, est intégré dans la Constitution. Pourquoi on le fait? On le fait parce que d'abord, on a eu 4 ans d'un régime intolérant, totalitaire, le régime de Vichy, profondément
antisémite. Donc, on veut réaffirmer la laïcité. Et puis, dans cette constitution, on va également évoquer l'égalité des citoyens sans distinction de race, de religion ni de croyance. Sans distinction de race, de religion ni de croyance. Ces principes vont être pris dans la Constitution de la Ve République en 1958. Voilà, donc là, c'est tout à fait clair. Mais qu'est-ce qui se passe? L'histoire continue. L'histoire après-guerre, bien, c'est évidemment la reconstruction. Hein, et au moment de la reconstruction, on fait venir des centaines de milliers de travailleurs qui viennent d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Alors, évidemment, on a eu énormément de soldats issus de l'empire colonial français qui sont déjà tombés pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a érigé la Grande Mosquée de Paris sur des fonds publics. Hein, c'est l'État qui a payé, qui a financé la Grande Mosquée de Paris en l'honneur de ces soldats. Mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'afflux de la main-d'œuvre, comme on disait à l'époque, immigrée, hein, on a l'islam qui prend une envergure beaucoup plus importante en France, hein, mais l'islam ne devient pas à proprement parler un sujet, hein, on est tout occupé en fait à la reconstruction. Alors évidemment, dans les années 60-70, on a des manifestations racistes, on a des tensions raciales dans le pays, hein, avec de nombreux incidents, mais on ne parle pas de l'islam, hein, on parle plutôt ici de racisme, de race, etc. Et il va falloir attendre en vérité 1989 pour voir l'islam devenir un sujet sous les feux de l'actualité. C'est à l'occasion de l'affaire de Creil, vous savez, ces 3 collégiennes qui refusaient d'enlever leur voile avant d'entrer en classe en 1989. Et là, l'islam, si vous voulez, devient encore une fois le sujet dont s'emparent les médias. Moi, je m'en rappelle, hein, j'étais jeune à l'époque, mais je me rappelle très bien des débats enflammés. Et on n'a pas su quoi faire. Hein, on n'a pas su quoi faire parce que, évidemment, la loi de 1905, c'est la liberté de culte et de conscience. Donc, on a le droit, en fait, de manifester sa religion. Hein, et en même temps, dans l'éducation nationale et pour une bonne partie de la population, laisser des jeunes arborer des signes religieux en classe, c'était quelque chose qui paraissait inacceptable. Donc, on va bidouiller, passez-moi l'expression, on va laisser les proviseurs, les principaux, les directeurs d'établissement se débrouiller, mais évidemment, c'est le bazar, il faut en passer par une loi. Et finalement, cette loi, on va la faire. Le 15 mars 2004, hein, c'est la loi interdisant le port des signes religieux à l'école. Et notez bien que c'est le seul endroit, l'école, où les signes religieux sont interdits aux usagers. Hein. Les élèves sont des usagers du service public, ils ne peuvent pas porter de signes religieux, en tous les cas des signes ostensibles. Donc, c'est seulement à l'école et seulement là. Et notez que, encore une fois, c'est l'école ici dont on parle, comme on a parlé de l'école au moment des lois de laïcisation entre 1880 et 1886 et au moment de l'affaire de Creil, donc en 1989. Donc l'école, c'est vraiment un lieu stratégique, c'est un creuset de la laïcité. Alors, depuis cette loi, évidemment, ça se passe plutôt bien à l'école, d'une manière générale, mais on a quand même beaucoup de polémiques autour de la laïcité, hein, autour de la laïcité. Alors, pas seulement avec l'islam, attention, on a des polémiques, bien sûr, aussi autour du christianisme, avec des crèches de Noël, avec des statues, par exemple de Jean-Paul II. Je peux penser à un exemple, une statue de Jean-Paul II dans l'espace public en Bretagne qui avait créé la polémique en son temps, mais avec l'islam en particulier. Alors pourquoi? Ce qui est intéressant, c'est et je finirai là-dessus, c'est de considérer pourquoi ça coince, entre guillemets, plus avec l'islam. Eh bien parce que, en fait, la laïcité à la française, elle s'est construite essentiellement dans un rapport avec ou contre le catholicisme, mais pas avec ou contre l'islam. En plus, pour l'islam et pour, d'une certaine manière, le monde musulman, ce concept de laïcité, c'est un concept inconnu. On ne sait pas exactement ce que c'est. Hein, vous voyez, donc ce n'est pas évident. Et la religion musulmane est aussi portée par un certain nombre de personnes qui ont un passé douloureux, marqué par la colonisation,
par la décolonisation, dans un contexte évidemment de guerre qui dure et n'en finissent plus de durer au Proche et au Moyen-Orient, et bien sûr dans un contexte de terrorisme. Donc, on comprend bien dans cet univers mental-là que l'islam est un objet social, politique, religieux qui fait peur et qui suscite énormément de frilosité. Alors, aujourd'hui, on a des débats, et encore cette semaine, autour du burkini dans les piscines, on a des débats autour de l'islam. Moi, je voudrais simplement rappeler ici, ce soir, que d'une part, cette frilosité, ces débats, cette violence verbale, elle est liée à une histoire marquée par beaucoup de combats et de sang versé. Ça, il faut s'en rappeler. Et qu'ensuite, notre loi de 1905, c'est une loi de pacification, de compromis, et une loi qui, en fait, vise à assurer d'abord et avant tout la liberté de croire ou de ne pas croire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Brossard. Merci beaucoup de cette présentation. Bon, on a entendu beaucoup d'informations, on a compris des choses, et c'était vraiment très clair, très focalisé, très bien organisé, voilà. Alors maintenant, c'est Christine qui va prendre le relais pour les questions. S'il y aura un petit moment là pour que je pose une question, laisse-moi lever la main. Il y en aura. Donc, vous n'hésitez pas dans le chat ou à prendre la parole en direct. Il n'y a aucun souci, bien évidemment. On est entre nous, même si c'est pour tous qu'on propose ce webinaire. Moi, j'ai appris aussi beaucoup de choses que je ne savais pas. J'ai été très sensible à votre présentation. Simplement, si vous êtes de Royan, moi, j'étais d'Alsace. Et en Alsace, on a encore des signes religieux dans les tribunaux, dans les écoles aussi. Parfois, on en trouve. Et il y a des cours encore de religion. Alors, comment ça se fait que dans cette... bon, vous avez brossé rapidement, bien sûr, cette tableau général. Comment se fait-il qu'il y ait ces fameuses exceptions? Eh bien ça, et je vous remercie de la question, je n'ai pas eu le temps de le préciser, c'est lié à l'histoire. Pourquoi? Parce qu'en 1870, il y a eu une guerre entre la France et l'Allemagne. À l'époque, on disait la Prusse. Et la France a perdu. Et le prix à payer pour la France, eh bien, ça a été de laisser la Prusse annexer à la fois l'Alsace, et pas la Lorraine, mais la Moselle, c'est-à-dire un des départements lorrains, donc l'annexion de l'Alsace-Moselle. Et cette annexion, elle a duré jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, parce que l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, et donc l'Alsace et la Moselle ont réintégré la République française seulement en 1919. Mais entre-temps, que s'était-il passé? Eh bien, nous avions eu les lois de la laïcisation de l'école entre 1880 et 86, puis la loi de 1905, que l'Alsace et la Moselle n'ont pas connues. Et l'Alsace et la Moselle, eh bien, ils s'étaient adaptés au droit local, un droit d'inspiration germanique qui est organisé complètement différemment et dans lequel, effectivement, en vertu duquel on peut enseigner les religions à l'école, on peut avoir des signes religieux dans les administrations publiques. Et finalement, lorsque l'Alsace et la Moselle sont revenus dans le giron de la France, on a décidé eh bien, de laisser ce droit local en place, puisqu'il correspondait à une tradition. Et cette décision a encore été confirmée il y a quelques années, en 2003, par le Conseil constitutionnel. Donc effectivement, très concrètement, par exemple, en particulier pour les écoles, en Alsace, si vous envoyez vos enfants à l'école, eh bien, ils peuvent avoir des cours de religion. C'est facultatif, c'est facultatif. Et bien sûr, on a des signes religieux qui peuvent être affichés. Donc, on a ici un régime en Alsace-Moselle particulier, mais également dans d'autres territoires. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est de Guyane avec nous ce soir. La Guyane aussi répond, en fait, par les vicissitudes de l'histoire, à un régime particulier. En Guyane, seul le culte catholique est reconnu. Et les cultes sont organisés différemment, sous forme de conseils d'administration qui bénéficient d'avantages fiscaux, etc. Et ça, on le doit à une décision de 1828 d'un roi qui s'appelait Charles X. Donc, en fait, la laïcité, il faut le voir comme un régime qui connaît 7 ou 8 exceptions
en métropole et dans les Outre-mer, où il est plus ou moins appliqué. Merci beaucoup pour cette réponse. Je crois que Amal veut parler. Oui, alors est-ce que c'est en Alsace, c'est des signes religieux, quand on trouve dans les écoles des signes religieux, est-ce que ça concerne toutes les religions? Tu peux dire toutes les religions? Est-ce que, par exemple, quand vous dites, quand M. Brossard dit que il y a des enseignements religieux, est-ce que c'est que des enseignements catholiques ou bien on peut choisir? Ah, on peut choisir. On peut choisir. Ah, c'est-à-dire que bon, on peut faire, il y a des cours, par exemple, de judaïsme, des cours de religion d'islam, voilà. Alors, précisément, parce que, si vous voulez, on a maintenu, en fait, le concordat, d'une certaine manière, en Alsace-Moselle. L'Alsace-Moselle, l'évêque de Strasbourg est nommé par le président de la République. Donc, on est resté, en fait, sous le régime du concordat. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Après, ce concordat, il s'appliquait à 3 confessions, à 4 confessions en particulier: les catholiques, les juifs, les protestants, c'est-à-dire à la fois les luthériens et les calvinistes, mais pas l'islam, puisque quand le concordat a été créé, l'islam n'était pas un sujet en France. Vous voyez. Donc aujourd'hui, il y a un régime spécifique pour l'islam où on essaie, par la voie fiscale, notamment juridique, d'accorder des droits à l'islam, mais également sans doute des cours de religion, mais il ne fait pas officiellement partie, en fait, de ce régime spécifique à l'Alsace-Moselle, issu du concordat. C'est-à-dire qu'une fille ne peut pas, par exemple, porter le foulard à l'école en Alsace. Ah si, si. Cette loi d'interdiction, autant que je sache, je ne pense pas qu'elle s'applique en Alsace, dans la mesure où, justement, on a un enseignement religieux qui est prévu. Bon, merci. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et poser une question ou faire une remarque ou revenir sur un point qui est de l'exposé très clair de François? Je vous laisse réfléchir. Et pendant que vous êtes en train de réfléchir, j'aimerais justement reposer une question. Oui, tout le monde dit, effectivement, c'était très clair. Il y a un point sur lequel j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, c'était le fait que l'école est un creuset, c'est-à-dire que la liberté de conscience, eh bien, il faut la mettre très tôt dans l'esprit des enfants et des jeunes. Mais il y a quand même beaucoup d'écoles religieuses. Alors, je me fais non pas l'avocat du diable, mais j'essaye quand même de trouver aussi un petit peu de matière à discussion. Il y a des écoles islamistes dans lesquelles, je sais plus, je pense qu'il faut dire islamiques plutôt, dans lesquelles dans lesquelles les enfants apprennent l'équivalent du catéchisme. Et donc, est-ce que ces creusets-là, ils sont justement pour une bonne compréhension de la religion et donc une bonne intégration dans la société, ou est-ce qu'ils ne sont pas les creusets, et d'où l'inquiétude dont vous avez parlé, d'autres choses? Alors, c'est là où il faut revenir à la notion d'ordre public, effectivement. D'ailleurs, je voudrais signaler qu'il y a une loi qui est passée en août dernier, le 24 août 2021, la loi séparatisme. Et cette loi, justement, elle s'occupe du contrôle des écoles qui ne sont pas sous contrat avec l'État, des écoles libres, parce qu'il y a eu des dérives, en fait, sous couvert d'enseignement à domicile. On s'est rendu compte que certaines écoles, en fait, étaient justement des creusets de discours d'intolérance, et pas seulement des écoles, également des associations qui, pour certaines, ont été dissoutes. Je peux penser à une association qui s'appelle Baraka City, par exemple. Et donc ici, actuellement, mais c'est aussi un débat politique en cours, on a une forme de rigidification, passez-moi le terme, du politique par rapport au religieux, où on voit que le politique est beaucoup plus méfiant par rapport aux phénomènes, aux dérives éventuelles du religieux, et on sait que dans le religieux, il y a bien sûr des dérives. Alors certains applaudissent, certains s'en attristent, mais actuellement, à la faveur évidemment des événements sanglants, tragiques que la France a connus, on voit bien que l'heure est plutôt à la fermeté, et en particulier sur la surveillance des écoles privées libres
ou des associations. J'attends des questions, mais tant qu'il n'y en a pas, je me permets d'en poser. Il y a quelque chose qui m'a aussi vraiment intéressée dans ce panorama historique, c'est le fait que finalement, la laïcité, elle est née toujours contre. Alors, elle est née contre le pape, contre les protestants, contre les cathares, et puis maintenant, contre les musulmans. On a l'impression qu'elle est dans le choc permanent et qu'on change un petit peu d'adversaire au fur et à mesure des époques. Est-ce que je suis dans le juste? Alors, je me permets, en fait, effectivement, ce que vous traduisez là, c'est la vision qu'on a communément de la laïcité, c'est-à-dire un outil de défense, un outil de combat. Mais la laïcité, ce n'est pas du tout ça, puisque l'article 1 de la loi de 1905, c'est justement la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice du culte. Donc, on ne peut pas avoir une laïcité qui est contre, parce que justement, la laïcité, par définition, elle est pour la liberté. Vous voyez, et c'est vraiment le discours qu'on essaie de développer dans le cadre de ce plan de formation, en tant que formateur, de dire ce n'est pas un outil qui vise à faire reculer le religieux. Au contraire, c'est un outil qui permet aux religieux de s'exercer librement dans le respect de la République et de l'ordre public. Moi, j'ai une question là, parce que quand vous avez parlé de la loi de séparatisme, alors, il y a eu beaucoup de mouvements, on a entendu beaucoup de choses après la sortie de cette loi, mais bon, on a entendu qu'il y avait des écoles et des associations musulmanes qui ont été fermées, mais malheureusement, ce n'était que des associations musulmanes et des écoles musulmanes. Il n'y a eu aucun incident qui concerne, par exemple, des associations juives ou même hindoues ou catholiques, ce qui était un peu agaçant, parce que bon, il y avait des écoles sous contrat aussi, parce qu'il y a des écoles privées musulmanes qui étaient sous contrat et qui ont été fermées. Il y avait des associations qui étaient contrôlées par l'État et qui ont été aussi fermées. Alors, bon, comment la laïcité a commencé? Parce que bon, quand vous avez lu maintenant, quand vous avez expliqué maintenant les articles, quand vous avez lu les articles, vraiment, je vois que c'est très bien, c'est très beau, c'est très correct, ce qui était écrit dans la loi, dans la Constitution. Mais quand on passe à la pratique, quand on applique, il y a toujours une victime. Pourquoi? Là, si vous voulez, on n'est plus dans le domaine, je dirais, juridique ou légal, on est dans la vraie vie, on est dans une histoire en train de se faire, on est dans une rencontre, dans un couple nouveau qui n'est pas vieux à l'échelle de l'histoire. Ce couple, c'est le couple, si vous voulez, que forment, d'une certaine manière, l'islam et la République. Et vous savez, quand un couple se forme, eh bien, au départ, c'est souvent compliqué. Et d'une certaine manière, on peut aussi le voir comme ça. Encore une fois, l'islam est un objet méconnu. N'oubliez pas qu'en France, le religieux est devenu un sujet pour beaucoup de Français très trivial, très secondaire. Plus de 50% des Français, à peu près 50% se déclarent non-croyants. On a très peu de pratiquants aujourd'hui. Donc, a fortiori, si vous voulez, la religion et a fortiori l'islam, on ne sait pas ce que c'est. Et en même temps, pour les populations qui sont installées en France et qui portent avec eux cette culture, et dans leur culture, comme dans toutes les cultures, il y a évidemment du religieux, et bien évidemment, cette laïcité à la française, ils ont du mal à la comprendre, à comprendre, et ils ont le sentiment qu'en fait, eh bien, c'est un outil de discrimination, c'est un outil de discrimination contre eux. Et véritablement, en fait, bien non, parce que la laïcité, elle repose sur le principe de liberté, je l'ai dit, mais surtout d'égalité et de neutralité de l'État. Pour qu'on puisse tous être égaux les uns par rapport aux autres, eh bien, l'État doit être neutre à notre égard. Mais après, ça n'empêche pas, évidemment, que notre histoire nationale, l'histoire du XXe siècle, nos souvenirs des croisades, nos souvenirs des guerres de religion, ils sont toujours là dans notre inconscient et ils façonnent aussi nos comportements au quotidien, vous voyez. Donc, on est sur deux plans différents. C'est l'histoire qui est en train de se faire. Je pense que le bon conseil, c'est de garder son calme, simplement, et de se dire que petit à petit, la République va digérer
l'islam, comme la République a digéré le catholicisme, le judaïsme et le protestantisme. Encore une fois, il ne s'agit pas de mettre les religions aux ordres de l'État. Non, les religions sont libres, mais l'État, lui, est garant de l'ordre public. Et ça, l'ordre public, la sécurité, l'hygiène, le bon ordre, la décence, la dignité, ce sont des principes sur lesquels l'État ne peut évidemment pas transiger. Moi aussi, j'ai une question sur le fait d'être formateur. Vous allez dans les établissements scolaires, hein, je suppose, hein, et vous allez rencontrer des jeunes, pas simplement des formateurs adultes. J'aimerais savoir comment ça se passe avec les enfants, quel que soit leur âge, quand vous leur expliquez ce que vous venez de nous expliquer. Alors non, je suis désolé, mais je ne vais pas dans les écoles, puisque en fait, l'Éducation nationale a un plan laïcité en interne, qu'il déploie en interne. Nous intervenons en fait essentiellement auprès des fonctionnaires, des agents publics, ça peut être des fonctionnaires ou des contractuels, et aussi auprès du milieu associatif, c'est-à-dire tous les gens en fait qui sont en position d'accueil, de contact avec le grand public, hein, pour leur expliquer justement ce qu'est la laïcité. Et surtout, et en particulier pour les agents publics, on leur dit l'objectif, c'est que vous ne soyez pas discriminants vis-à-vis des usagers. Vous savez, on a déjà vu un préfet, par exemple, il y a quelques années, mettre en dehors de la préfecture, mettre dehors une dame qui avait un voile en disant à la préfecture, vous n'avez pas le droit de mettre le voile, alors que c'est complètement faux. Vous voyez, alors là, j'ai un exemple extrême, c'est très très rare, mais on a quand même eu un préfet qui ne connaissait pas comment ça passe. Donc, l'idée, c'est de dire aux agents publics, attention, ne vous mettez pas en position de discriminer les personnes, les usagers du service public. Et qu'est-ce qui les étonne le plus, justement, quand vous formez les gens parce qu'il y a des choses qui paraissent assez évidentes, mais il y en a d'autres qui doivent être plus difficiles à percevoir. Qu'est-ce qui est discriminant, qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, porter un signe ostentatoire, ça, on sait que c'est interdit, pour un agent public. Mais qu'est-ce qu'on va juger comme étant acceptable ou pas acceptable? Alors, la difficulté, je vais vous dire, en vérité, pour eux, c'est que les agents publics, ce sont des braves personnes la plupart du temps, et ils ont à cœur d'essayer d'accommoder quand ils ont une question d'ordre religieux à régler. Par exemple, un homme ne veut pas être reçu par une femme, eh bien, ils vont essayer d'accommoder, c'est-à-dire de trouver une solution. Mais en fait, souvent, et même malheureusement, ils se mettent dans des positions où ils prennent en compte le fait religieux. Or, un agent public ne saurait prendre en compte le fait religieux parce qu'il est neutre. Si un agent public commence à accéder à une demande d'ordre religieux, eh bien, il est susceptible en fait de manifester une préférence pour une religion particulière, et là, il brise son statut de neutralité. Vous voyez. Donc, la difficulté souvent pour les agents publics, c'est souvent ils voudraient être cool, être accommodants, mais on leur dit oh stop, vous n'êtes pas là pour répondre aux religieux. Vous êtes là simplement dans une position de neutralité. C'est souvent ça qui les surprend, à vrai dire. J'ai une question. Vas-y. Désolée. Non, mais moi, j'ai une question. Alors, pour les agents publics, est-ce que, par exemple, cette loi-là qui interdit les signes religieux, interdit même, bon, si quelqu'un porte un bijou ou quelque chose, où il y a la Sainte Marie ou quelque chose comme ça, ou c'est que les signes qui sont vraiment bien vus comme le foulard? Je répète parce qu'il y a beaucoup d'informations. Attention, alors, pour les enfants qui sont des usagers du service public, à l'école, ce sont les seuls qui ne peuvent pas arborer de signes religieux ostensibles, c'est-à-dire qui se voient. On peut avoir une petite croix, une petite étoile, une petite main de Fatma. Si c'est discret, ça passe. Oui. Voilà. Sinon, tous les autres usagers du service public sont libres d'afficher des signes religieux. En revanche, vous avez employé le mot agent public. Tous les agents publics, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont astreints à une stricte neutralité religieuse. Si vous servez l'État ou les collectivités, départements, régions, villes, vous ne pouvez pas en aucun cas afficher une croix, une main de Fatma, etc., etc. D'accord, très bien. Ok. Alors, je vois le commentaire. Effectivement, j'y réponds. Effectivement, merci.
la main de Fatma, je l'ai pris comme ça pourrait être un croissant de lune ou un signe en fait qu'on peut rattacher d'une manière ou d'une autre aux religieux. Et merci d'avoir apporté la précision. D'accord. Moi, j'ai juste une remarque. Bon, ça, c'est une ambiguïté parce que le foulard, pour une femme musulmane, ce n'est pas un signe religieux. Alors, c'est ça, c'est ce qui crée tous ces conflits-là. Le foulard, ce n'est pas un signe religieux, ce n'est pas un signe, non. Alors, c'est une conviction, c'est un choix, c'est un code vestimentaire qu'elle a choisi pour elle. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez, comme formateur, est-ce que vous avez une idée sur bon, un plan ou un programme que l'État a mis en place pour par exemple, mieux expliquer les différentes religions dans le service public ou dans les écoles? Alors, question très intéressante et très difficile aussi. En fait, dans ces formations, on n'entre pas du tout dans l'explication des religions. Pourquoi? Parce que les religions comprennent autant d'interprétations qu'il y a de croyants. D'accord? Les textes sacrés sont souvent des textes très profonds, très aussi parfois obscurs. Et donc, chacun, en fait, a sa vision de la religion. Donc, ce qu'on dit aux agents publics, surtout, on ne va pas vous dire ce que c'est que l'islam, on ne va pas vous dire, regardez, moi j'ai fait la bêtise en parlant de main de Fatma, par exemple, on ne va pas vous expliquer ce que c'est que le christianisme ou le protestantisme. Après, si je reviens à votre première remarque, cher Amal, je pense que ce qui n'est pas important, c'est pas forcément important de savoir si le foulard est un signe religieux ou pas. Ce qui est important en l'état actuel, c'est la perception que la société a du foulard. Voyez, peut-être dans quelques années, eh bien, justement, le foulard ne sera pas perçu comme un signe religieux. Mais vous affirmez, et c'est votre opinion, bien sûr, tout à fait légitime, que ce n'est pas un signe religieux. On peut très bien avoir une autre personne de confession musulmane qui, lui, voudra affirmer sa religion à travers son foulard. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de doctrine unique en religion. Hein, il y a des doctrines et des interprétations, et c'est pour ça que surtout, on n'entre pas, et surtout avec les enfants, dans des… l'islam interdit ça, autorise ça, le christianisme autorise ou interdit, parce que là, on n'en sortirait pas de ce type de débat, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que le voile a été et est encore un sujet de crispation, alors qu'on sait très bien que la mode dans les années 60 pour les femmes, c'était justement d'avoir les cheveux attachés avec ce qu'on pourrait appeler un voile sur les cheveux. Donc, est-ce que tout ça, ce ne sont pas des prétextes parce que on est inquiet, on ne désignant personne en particulier, on est inquiet de perdre quelque chose. On a l'impression que si on laisse de la place à l'autre, cette place, elle est prise sur soi-même. Alors, je pense qu'il y a de ça. Bon, d'une manière générale, accepter l'autre, comme disait Lévinas, renoncer à sa joyeuse possession du monde, hein, pour faire une place à l'autre, ça c'est évidemment fondamental. Mais ensuite, sur le foulard, si vous voulez, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a évidemment une percussion ici entre deux thèmes. D'un côté, le thème de la laïcité et de l'autre côté, le thème de l'égalité homme-femme. Et là, donc, évidemment, pour un certain nombre de personnes qui refusent le voile aux femmes, l'idée, c'est de dire, mais qu'en est-il de l'égalité homme-femme? Or là, on a vraiment deux sujets différents. Si on ne s'en sort pas, c'est parce qu'on mélange précisément les deux. Vous savez, les gens en 1905 qui ont voté la loi de 1905, c'était pour beaucoup des gens qui n'étaient pas du tout pour l'égalité homme-femme. Rappelons aussi que le droit de vote accordé aux femmes, il date seulement de 1944. Voyez, donc le combat de la laïcité n'est pas le combat de l'égalité homme-femme. Et même encore aujourd'hui, l'égalité homme-femme, ou femme-homme, comme on dit aujourd'hui, elle n'est pas effective. On sait bien qu'en termes de rémunération, les hommes en moyenne gagnent plus. Toute la difficulté ici, si vous voulez, c'est de mélanger en fait les sujets. C'est vrai que la laïcité participe d'une vision politique du monde où on peut évoquer ces sujets d'égalité femmes-hommes, mais ce n'est pas fondamentalement la même question
ait le même, comment dire, ait la même histoire. Alors, merci beaucoup pour cette précision. Donc, comme nous arrivons au bout du temps imparti, j'aimerais faire une petite synthèse de ce que vous avez pu nous apprendre. Et franchement, c'était très riche de contenu. Forcément, je ne garderai pas tout. Mais ça a bien commencé, puisque la laïcité, c'est vraiment le mot qui sent la poudre. Et on a vu que c'était une histoire explosive, sanglante, avez-vous dit, qui, au fil des siècles, s'est affinée peu à peu. Mais en fait, le mot laïcité, il a pris ses racines il y a très, très longtemps, ce que moi j'ignorais, puisqu'on peut considérer que les actes fondateurs de Clovis et de Charlemagne en 498 et en 800, le fait de se faire couronner roi par un pape avait la signification d'incarner un pouvoir qui était à la fois religieux et politique. Et c'est à partir de là, de cette confusion initiale, que de siècle en siècle, eh bien, il y a un mouvement de résistance qui s'est organisé. En tout cas, je ne sais pas si le terme résistance est adapté, mais qui va s'affiner au fur et à mesure avec les protestants, contre les protestants. Henri IV est pour les protestants, son fils ne l'est pas. Donc, on voit que les changements sont difficiles à construire, que cela met du temps et que la liberté de culte, elle va arriver en même temps que la République, que les deux sont liés. Au XIXe siècle, il va y avoir une période d'amnistie pour la laïcité, puisqu'on va avoir le concordat qui va permettre de mettre en parallèle la religion et le politique, mais ça n'ira qu'un temps, un temps assez court, puisque retour de la poudre avec Dreyfus, de nouveau explosion, et la République est obligée de légiférer pour essayer d'établir la paix dans son pays et dans l'ordre public. Et d'ailleurs, le mot ordre public est fondamental, vous l'avez dit plusieurs fois, puisque la loi propose la liberté de conscience, la liberté d'exercice du culte, mais sans trouble à l'ordre public. Elle ne subventionne pas, elle se dégage du culte. On pense que tout est apaisé. Seulement avec la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il y a un nouveau phénomène qui arrive. C'est au moment de la reconstruction, il y a des milliers de travailleurs qui viennent de l'empire colonial pour reconstruire le pays. Et donc là, il y a une nouvelle religion qui était jusqu'à présent pas un sujet, comme vous l'avez dit, qui en devient un, c'est l'islam. Du coup, on continue à légiférer et la dernière loi en date, ai-je noté, c'est celle du 15 mars 2004 sur les ports de signes religion à l'école. Vous avez beaucoup insisté sur le rôle de l'école parce que la laïcité, c'est un sujet qui est encore explosif, qui est encore difficile à comprendre. Malgré votre présentation très claire, je suis sûre qu'il y a encore des choses qui peuvent être confuses. J'aime retenir ce que vous avez dit. La laïcité, ce n'est pas un outil de combat, mais c'est au contraire un outil de liberté pour que le religieux s'exerce dans le cadre de la République sans troubler l'ordre, parce que l'État doit avoir une neutralité qui permettra à tous de vivre sa religion comme il l'entend. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous, merci beaucoup. Merci Christine, merci beaucoup. Bon, avant de clôturer la séance, juste une petite remarque pour ceux qui prétendent protéger la liberté ou l'égalité homme-femme. En tant que femme, moi, je veux bien avoir la liberté de choisir ma tenue en tant qu'un homme avant de sortir et de mettre mon style qui me convient, qui me présente. Alors, merci beaucoup François pour cette présentation et qui a vraiment ajouté beaucoup à la série de webinaires organisés par Regard Neuf. Merci de votre fidélité, merci de votre présence. Et bon, merci à tout le monde. Et avant de vous laisser, juste je vous rappelle qu'en ces moments troubles, restons soudés. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.